Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro, un numéro spécial de demain à la une, qui est donc réservé aux 10 ans de la révolution syrienne. Un soulèvement pacifique réprimé dans le sang, transformé depuis en un conflit sans fin et en une catastrophe humanitaire sans commune mesure. Les Syriens payent encore aujourd'hui un coût humain catastrophique du conflit armé qui dure depuis plusieurs années. Un conflit qui a entraîné le déplacement de plus de 6,5 millions de personnes à l'intérieur du pays et a mené 5,5 millions de personnes à chercher refuge à l'étranger, selon les derniers chiffres d'Amnesty International. 10 ans plus tard, aucune issue n'a encore été trouvée et Bachar al-Assad reste l'homme fort de Damas. Pour discuter de cette première partie, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ici dans les studios notre éditorialiste Gauthier Rybinski. Bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Et puis notre grand reporter Adel Gastel. Bonjour Adel. Bonjour Aziza. Merci. Gauthier, on va peut-être commencer par le début. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu une conjugaison de facteurs internes, qui étaient entre autres l'absence de démocratie et les inégalités sociales, et de facteurs externes, qui étaient un peu cette dynamique de soulèvements régionaux? C'est la conjugaison de ces deux facteurs qui a poussé le peuple syrien dans les rues. Alors en ce qui concerne les facteurs externes, c'est-à-dire au fond la contagion vertueuse de la révolution, des révolutions arabes, c'est vrai qu'au début on n'y a pas trop cru dans la mesure où la Syrie étant tellement fermée, oui. On n'était pas certain, si vous voulez, que ce qui s'était passé en Tunisie ou en Égypte ait pu juste aller prendre en Syrie. On verra par la suite qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais au départ, vous avez raison, il y a l'usure d'un régime qui est à la fois effectivement totalement tyrannique, antidémocratique, et qui en même temps procède et repose sur un équilibre subtil de communauté. On sait que Bachar al-Assad est alaouite, qui est une mini-communauté, on va dire, et qu'au fond tout ça marche, entre guillemets, quand le régime arrive à redistribuer avec une relative équité les bénéfices, les prébendes, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire tout ce qui enrichit matériellement les gens. Et cet équilibre, il est petit à petit, parce que tout ça date encore du père de Bachar al-Assad, de Hafez al-Assad, et cet équilibre vient à être un peu branlant. Il est usé, cet équilibre est usé, et en plus les choses se passent très vite dans le reste du monde arabe, non seulement les révolutions, mais les visées saoudiennes, la difficulté d'un Moubarak en Égypte, et tout ça, on a l'impression que Bachar al-Assad ne bouge pas, lui. Et au fond, il va être rattrapé par ces inégalités, qui sont non seulement des inégalités sociales criantes, mais aussi par, finalement, la critique et l'esprit de revanche de certains qui estiment ne plus avoir accès aux prébendes ou aux richesses auxquelles ils avaient accès précédemment. D'autant plus qu'il y a eu, d'ailleurs, avec l'arrivée de Bachar al-Assad, il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup d'espoir, d'ailleurs. Et 10 ans après, finalement, tout ça est retombé. Adèle, quand le conflit commence, il y avait de nombreux belligérants qui participaient. Et les choses ont évolué, on va le voir, par étapes dans ce conflit syrien. La majeure partie des premiers groupes insurgés se structuraient à l'époque autour de l'armée syrienne libre, l'ASL. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et puis, qu'est devenue cette ASL aujourd'hui? L'armée syrienne libre, nous avons rencontré des gens qui appartenaient à cette armée syrienne libre. Vous avez couvert d'ailleurs ce conflit. Oui, au début du conflit, nous sommes allés dans la région d'Idlib, où il y avait des noyaux, comme ça et là, qui se constituaient sous la bannière de l'armée syrienne libre. C'était un label, qui commençait à être sérieux. Quiconque porte une arme, j'ai connu personnellement un berger qui a tout vendu pour s'acheter une arme à feu et qui s'est dit armée syrienne libre. C'est ça l'armée syrienne libre. L'armée syrienne libre, c'est tous ces mécontents parfois de l'armée officielle qui ont déserté, qui ont rejoint cette nouvelle structure mal organisée, sans aucune idéologie politique digne de ce nom. Nous allons voir après comment cette armée syrienne libre s'est vue infiltrée par l'idéologie islamiste, parfois même djihadiste. Et donc, petit à petit, on voit un glissement vers la tutelle turque. C'est-à-dire qu'on est en 2011, 5 ans plus tard, il y a... En 2016, donc la fameuse opération bouclier de l'Euphrate, qui sera suivie d'une autre opération Rameau de l'Olivier, qui sera suivie d'une autre opération 2016, 2018, 2019. La Turquie, elle est toujours
en train d'agir sur le terrain syrien avec un objectif que Gauthier connaît, c'est la lutte contre les groupes kurdes. Et donc petit à petit, l'armée syrienne libre va être attirée par la tutelle turque pour justement se retrouver dans la réalisation des objectifs turcs, ni plus ni moins, même si après l'armée syrienne libre perd son nom et devient l'armée nationale syrienne, elle n'en demeure pas moins une force armée aux ordres d'Ankara. Sachant qu'on verra peut-être un peu plus tard d'ailleurs les hésitations de l'Occident aussi, qui n'ont pas aidé pour la SL aussi, puisque c'était posé la question à l'époque de est-ce qu'on les arme, est-ce qu'on ne les arme pas. Gauthier, politiquement parlant, c'était à l'époque l'opposition en exil qui avait essayé de se structurer pour apporter une réponse politique, sauf que on a vu dès le départ qu'il y avait beaucoup de difficultés à trouver une alternative politique à Bachar al-Assad. Et c'est ce que vient de dire Adèle, je poursuis. Le défaut de la SL, c'est le défaut, la tare principale, c'est de ne jamais s'être comprise, peut-être parce qu'elle ne le pouvait pas, mais comme une organisation politico-militaire. Ouais. Elle demeure une organisation militaire, et en plus, au départ, c'est une organisation qui a pour but de défendre les Syriens qui descendent dans la rue, justement, qui font des manifestations pacifiques et ces manifestations sont très durement réprimées. Très, très durement réprimées. Et l'ASL, c'est un peu une sorte de corps de protection pour dire stop. Il n'est pas question que cette révolution continue alors qu'on s'en prend plein la figure, passez-moi l'expression. Et le problème, c'est qu'elle ne va jamais passer au stade d'organisation politique. Et que face à cela, pour répondre à votre question, vous avez une opposition en exil, mais vous avez une opposition qui est presque plus qu'en exil, elle est en diaspora presque. C'est-à-dire qu'elle est quasiment coupée de la réalité, de la réalité syrienne, de ce qui se passe, des évolutions politiques, des choses qui sont évidemment ténues et qui sont compliquées à savoir, mais on a l'impression que dans un premier temps, cette opposition n'a pas de volonté de prendre ce contact-là. Et je me souviens simplement qu'en 2015, c'est-à-dire donc 4 ans après le début, vous avez un personnage comme Khaled Rodja qui représente, qui a réussi à fédérer plus ou moins l'opposition syrienne, et qui en 2015 dit: nous voulons prendre contact avec les révolutionnaires, avec les révoltés, avec les opposants politiques, en 2015 seulement. Ouais. Et entre-temps, il s'est passé ce que vous savez et ce que Adèle vient d'expliquer. Alors justement, 2 ans après le début de cette révolution pacifique, jeune, séculaire, on voyait les premiers mouvements islamistes qui faisaient leur apparition. On l'a tous couvert ici à France 24. On se rappelle quand on commençait à déchiffrer le II, le IIL. C'était donc, ça a commencé par l'État islamique d'Irak, devenu en 2013 le IIL, qui est l'État islamique en Irak et au Levant, ou encore le Front al-Nosra, qui est la branche syrienne d'Al-Qaïda. Qu'est-ce qui a favorisé l'apparition de ces mouvements islamistes qui vont complètement changer l'histoire de cette révolution ? Les mouvements djihadistes adorent le chaos. Là où il y a un chaos, il y a un appel d'air. Là où il y a un chaos, il y a un appel d'air et il y a un supermarché du djihad qui se forme immédiatement. Et c'est là que les groupes djihadistes, qui sont une main-d'œuvre formée idéologiquement et même militairement, entre guillemets, qui étaient au chômage avant le conflit syrien. Il ne faut pas croire que les mouvements djihadistes d'aujourd'hui, et notamment l'organisation État islamique, a surgi de nulle part et que tout d'un coup, il y a eu un groupe qui est né comme ça. Non, il y a une continuité idéologique qui est permanente depuis quasiment depuis l'armée rouge en Afghanistan. En tout cas, la dernière mouvance, moi, je la date de là. Après, il n'y a jamais eu d'interruption dans la formation idéologique des djihadistes et dans l'entraînement militaire. Il y a toujours eu, comme ça, des fiefs, des endroits où ces gens-là se sont entraînés. La Syrie est devenue le meilleur terrain pour ces groupes-là. Il y avait eu des djihadistes qui avaient été relâchés de prison aussi au début du conflit par Bachar al-Assad. Ça a énormément participé d'ailleurs. C'est des calculs un peu politiciens très très courts. Hein. Comme ceux de Moubarak en Égypte, à un moment, c'est le chaos au mois. En gros, c'était un peu ça. Et puis, c'est aussi la carte à jouer face à l'Occident, de dire c'est soit la menace djihadiste, soit je reste en place. Ça a toujours, les djihadistes, les islamistes, même l'islam politique, même, a toujours été une carte dans la main des gouvernants. Et c'est ce que a joué Bachar al-Assad. Le régime de Bachar al-Assad. C'est le jeu auquel il s'est adonné avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Alors, Gauthier, il y a effectivement plusieurs inconnus dans cette équation. Alors, il y a bien évidemment ceux qui descendent dans les rues. Il y a
on a vu tout ce qui était les mouvements armés, le Bachar al-Assad. Il y a les puissances régionales, on y reviendra, mais il y a aussi l'Occident. Et on se rappelle très bien de Barack Obama à l'époque, qui était donc le président américain, qui avait instigé en 2012 la doctrine politique de la ligne rouge, en précisant qu'en cas d'attaque chimique, ça serait la ligne rouge, et à ce moment-là, on interviendrait en série. C'est pourtant ce qui va se passer en 2013, le massacre de la Ghouta, un bombardement à l'arme chimique qui fait près de 2000 morts. Le président français à l'époque, François Hollande, dit on est prêt à intervenir, on vient d'avoir cette ligne rouge qui est franchie, et là, c'est la Maison-Blanche qui fait marche arrière. Est-ce que, à ce moment-là, l'Occident et la communauté internationale ne venaient pas de signer un blanc-seing à Bachar al-Assad? Oui, d'ailleurs, il n'en avait pas besoin, puisqu'il avait eu connaissance de cette menace et il n'en avait pas tenu compte. Il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, je voudrais, justement, à la question que vous posez, renvoyer à l'énorme ouvrage de notre collègue Antoine Mariotti, oui, qui a écrit un livre qui s'appelle « La honte de l'Occident » et qui répond en partie, enfin assez largement même, à votre question. Mais d'abord, une précision. Il y avait quelque chose de scandaleux et d'insupportable dans cette posture de Barack Obama. Parce qu'on dit... au fond, on attend un bombardement chimique. Mais les dizaines de milliers de Syriens qui sont morts avant et qui sont morts d'une balle dans la tête, ils n'ont pas eu la chance, entre guillemets, d'être bombardés. C'est pas une ligne rouge, en tout cas. Alors, c'est une fausse ligne rouge. Bien sûr. Et puis, elle est épouvantable par rapport à ceux qui sont morts dans les premières années de ce mouvement. Donc d'abord, c'était un biais. C'était la volonté d'un président américain de ne pas entrer en guerre, donc de se fixer des limites pensant qu'elles ne seraient pas franchies. Le jour où elles n'étaient pas franchies, il a dit qu'il voulait l'assentiment du Congrès. On va on en reparlera. Oui, absolument. On reprend juste après le bulletin d'information pour continuer effectivement sur cette doctrine de la ligne rouge et son dépassement en série. On s'arrête quelques instants. Merci beaucoup, Adèle, d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Vous restez en place. On revient juste après le bulletin d'information. À tout de suite. Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de cette spéciale pour les 10 ans de la révolution syrienne. Gauthier Rybinski est toujours avec nous. Bonjour Gauthier. Bonjour Elisa. Et nous avons aussi avec nous depuis Washington notre correspondant Mathieu Mabin. Mathieu, d'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes avec nous en votre qualité de correspondant, mais surtout de grand reporter qui a beaucoup couvert le conflit syrien. C'était entre 2011 et 2013. C'est justement de cette période qu'on parle. Je vais juste revenir tout d'abord à Gauthier. On en parlait tout à l'heure, Gauthier, de cette ligne rouge instituée par Barack Obama, et puis finalement, pas si grave que ça qu'on puisse la franchir, et puis surtout, comme vous disiez tout à l'heure, tous les autres morts font pas vraiment partie de ligne rouge, quoi. Oui, déjà, l'existence même de cette ligne rouge était un scandale en elle-même, dans la mesure où, effectivement, elle faisait litière de tous les Syriens qui étaient morts dans des conditions atroces ou pas, peu importe, mais qui ne rentraient pas dans ce grand cadre, j'allais dire prestigieux, pardonnez-moi l'ironie, mais enfin, l'idée que, justement, on assassine des gens avec des armes chimiques semblait être, aux yeux de Barack Obama, une raison suffisante pour intervenir. En réalité, c'était une sorte de repoussoir suffisant pour lui, et c'était surtout l'idée d'un président qui ne voulait pas entrer en guerre, qui voulait avoir l'avis et l'assentiment du Congrès. Bien, tout ça c'était un mauvais signal, et d'ailleurs Bachar al-Assad n'a même pas eu besoin de ce signal. Il a procédé comme il le voulait, et tout ça a été, oui, une phase ridicule ou ridiculisante de l'Occident, et je pense aussi que, si vous voulez, il fallait, ça on aura l'occasion d'en reparler, mais dans cette affaire-là, il n'y avait pas de demi-mesure. Soit on laissait faire Bachar al-Assad, soit il fallait aller jusqu'au bout et le déloger. Et voilà, ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout, a fortiori, ne peuvent pas aujourd'hui revendiquer une voie médiane. Ils ont été dans l'autre camp, voilà. Alors Mathieu, justement, comment est-ce que la position de Barack Obama vis-à-vis du conflit syrien a évolué tout au long de ce conflit, en tout cas pendant qu'il était à la Maison-Blanche ? Écoutez, le dossier syrien restera probablement le principal échec de Barack Obama, tout simplement, en tout cas dans le domaine de la politique étrangère. Un échec de Barack Obama est clairement un tournant dans l'histoire sur le rôle et l'influence des États-Unis et de la diplomatie américaine dans les grands dossiers du monde. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la seule volonté américaine n'a pas suffi à influer sur le cours des événements. Et il y a plusieurs explications à cela. D'abord, il ne faut pas l'oublier, Barack Obama a hérité durant son premier mandat de
de deux dossiers extrêmement lourds qu'il n'avait pas initiés. Évidemment, l'Irak et l'Afghanistan. Deux impasses dont l'administration Obama n'est pas parvenue à sortir. Puis souvenez-vous, en 2011, Hillary Clinton convainc Barack Obama d'appuyer cette fois l'intervention en Libye, avec les conséquences que l'on connaît. Et le premier regret formulé par Barack Obama. Pour lui, l'intervention libyenne était une erreur, tout simplement. Alors quand la révolution a débuté au sortir immédiat de la chute de Tripoli en août 2011, son administration a immédiatement fait preuve de prudence, c'est clair, mais là encore, une prudence teintée de méconnaissance du dossier syrien. Alors attention, il est facile de juger l'histoire a posteriori, et ceux qui disent aujourd'hui que le soutien de la révolution syrienne par les nations occidentales était une folie, il y en a, était bien souvent silencieux au moment des premiers soulèvements de Homs, par exemple, dont parlait Gauthier tout à l'heure. Et puis bien sûr, également, en Syrie, les Américains ont fait des expériences, ils ont tenté d'organiser, de former la rébellion en Turquie ou en Jordanie, mais concrètement, l'expérience s'est traduite par une succession de fiascos et la déroute que l'on connaît. Et Barack Obama a définitivement renoncé à jouer un rôle dans la région après l'humiliation diplomatique dite de la ligne rouge dont on a parlé tout à l'heure. Dès lors, l'administration américaine n'avait plus d'autre choix que d'abandonner le sort à son sort, la Syrie à Vladimir Poutine et alors, à ses c'est ce qu'on va proxys. voir dans quelques instants, justement. Mais en attendant, Gauthier, qu'en est-il de la France? Puisque François Hollande, à l'époque d'ailleurs de la Gotha, avait dit que la France était prête à intervenir. Il comptait beaucoup d'ailleurs, j'ai l'impression, sur cette relation avec Barack Obama. Alors, on l'a couvert ensemble, hein, cette visite à Washington de François Hollande. Et puis finalement, la France, c'est aussi un échec diplomatique. Oui, bien sûr. La France, elle est traversée par le même type de clivage. Vous avez dans la diplomatie française des personnalités qui sont intimement persuadées que ce qui compte avant tout dans les relations internationales, c'est le maintien de la stabilité des États et que la raison d'État est supérieure à celle qui concerne les êtres humains. Et c'est une tendance de la diplomatie française qui est aussi vieille que la diplomatie elle-même. Et puis vous avez de l'autre côté ceux qui sont beaucoup plus axés et intéressés et préoccupés par le sort des gens et qui sont dans un autre registre. Ça veut dire aussi, pour répondre à votre question, que la diplomatie française a elle-même oscillé entre ces deux choix possibles, que cela a été variable selon ceux qui occupaient le poste de ministre des Affaires étrangères, qu'il y avait, comme le racontait Mathieu à l'instant, qu'il y a eu une forme de cynisme absolu en disant qu'il ne fallait pas mettre les pieds en Syrie de la part de ceux qui, précisément, n'avaient jamais bougé pour aider les Syriens de quelque manière que ce soit. Donc voilà, je dirais la France n'échappe pas dans ce domaine-là à cette ligne de partage qu'on a vue à peu près partout dans les puissances moyennes ou grandes, et que de ce fait-là, elle a été, si vous voulez... comment dirais-je, elle a eu une forme de valse-hésitation quasi permanente. Et c'est vrai que le passage de François Hollande à l'Élysée correspond à une période où la France est décidée à intervenir et où elle se sent, à ce moment-là, lâchée en rase campagne par l'attitude de Barack Obama, alors qu'effectivement, la France, avec les moyens militaires qui sont les siens, qui ne sont pas négligeables, mais qui sont limités, eh bien, était prête à y aller, quels que soient les souvenirs, et Mathieu faisait bien de les rappeler, de la Libye, etc. Donc, là aussi, il y a une fracture qui est commune à l'Occident tout entier, me semble-t-il, dans cette affaire. Mathieu, Donald Trump, après, arrive donc au pouvoir aux États-Unis. Et lui, alors, il a une toute autre approche, qui est d'ailleurs un peu plus claire, peut-être. C'est de dire, les Russes maîtrisent mieux le dossier syrien, nous allons leur laisser. Oui, une toute autre approche, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je dirais que la situation dont Donald Trump a hérité était déjà totalement bloquée. Trump ne pouvait que constater l'emprise russe sur le dossier syrien, et concrètement, à l'instar de la communauté internationale en général, et là, je vous ramènerai au livre de mon confrère Antoine Mariotti, qui évoquait Gauthier à l'instant, qui sort en ce moment, La honte de l'Occident, tout y est. En 2017, les jeux étaient largement faits. Le monde avait regardé les armées de Bachar el-Assad appuyées par Moscou et Téhéran, écraser une rébellion syrienne qui, disons-le, avait déjà très majoritairement basculé dans le désespoir, et donc le fanatisme religieux, il y a une connexion directe. Donc concrètement, Donald Trump n'avait qu'à regarder le spectacle tout en tentant d'arracher une ou deux victoires médiatiques au passage. C'est ce qu'il a obtenu en 2020 en faisant tuer Abou Bakr al-Baghdadi, qui, croyait-il, serait son Ben Laden à lui. Gauthier, l'Iran, la Russie, on vient de parler de la Russie, mais il y a l'Iran ici, qui sont deux puissances qui pèsent beaucoup dans ce conflit et qui ont aidé d'ailleurs le régime de Bachar al-Assad à rester en place.
Oui. Alors, pour des raisons diverses, mais ce que je voudrais souligner ici, c'est le fait qu'on n'est pas toujours dans une rationalité absolue dans ce genre d'affaires et dans beaucoup d'autres. Je veux dire par là que l'intérêt de Moscou comme de Téhéran ne se monnayait pas forcément en pièces sonnantes et trébuchantes en Syrie. Il y a des gratifications dans ce domaine-là symboliques qui étaient très fortes aussi bien pour Poutine que pour le régime des mollahs. Pour Poutine, c'était quoi? C'était démontrer que son armée n'était pas une armée de va-nu-pieds, qu'elle était capable de mener des opérations à l'extérieur, qu'elle était capable aussi de retrouver une partie de cette influence que l'Union soviétique avait jadis sur le Moyen-Orient et le monde arabe en particulier. Et puis, il ne faut pas le négliger, il y a aussi une connexion, il y a des accointances entre le type de régime que représente Vladimir Poutine et celui de Bachar al-Assad, même s'ils ne sont pas comparables en termes de morts, en termes de victimes, mais vous ne verrez pas Vladimir Poutine voler au secours d'une démocratie, ça n'arrivera pas. Eh bien, c'est un peu la même chose quand il faut bien comprendre que l'obsession de Vladimir Poutine, c'est de faire en sorte que jamais un pays étranger ne se mêle de sa politique à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il défend en Birmanie le statu quo, ce qui est le moins qu'on puisse dire. C'est la raison pour laquelle aussi il estimait que la Syrie ne pouvait pas suivre ce chemin-là, parce qu'à chaque fois ça pouvait avoir des échos via d'ailleurs la religion musulmane, sur les populations, par exemple, russes du Caucase, dont on sait que la Tchétchénie a été aussi l'une des batailles principales de non seulement d'Yeltsin et de Poutine. Peut-être un petit mot sur l'Iran. Oui, là aussi, il y a une perspective idéologique très forte. On sait que Téhéran voit toujours d'ailleurs un arc, comme on disait, passant par Bagdad, par Damas, puis Beyrouth, c'est-à-dire un arc chiite qui soit favorable à sa vision non seulement de la religion musulmane, mais aussi de l'ordre interne au pays. Et de ce fait-là, même si d'ailleurs, c'était ça qui était surprenant, même si Bachar al-Assad s'était toujours présenté comme un laïc visant le progressisme, au fond, dans le fin fond de sauce idéologique des deux, il y avait cette union presque tactile et idéologique, oui. Mathieu, la question kurde, pour terminer, elle est très très importante. Les Kurdes, les combattantes et les combattants kurdes d'ailleurs ont joué un rôle primordial dans la lutte contre Daesh dans la région. Mais la perspective de l'établissement d'un hypothétique Kurdistan dans la région a énormément fait peur aux voisins turcs. Mais aussi, ça n'a pas aidé le fait que Donald Trump ait lâché tout simplement les Kurdes qui combattaient et qui ont aidé les forces américaines dans leur lutte contre l'organisation de l'État islamique. Oui, les Kurdes étaient effectivement les principaux alliés des Américains dans la lutte contre l'État islamique, ou en tout cas en apparence. Mais techniquement, je dirais même cyniquement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, la stratégie diplomatique américaine a tout simplement consisté à laisser travailler les Russes et l'armée de Bachar el-Assad, qui est même devenue supplétive de Moscou sur son propre territoire. Le retrait américain ordonné par Donald Trump avait un peu sidéré tout le monde, c'est vrai, à la manière de Donald Trump, mais là, la réaction de la coalition anti-Daesh, et la France au premier chef est en coulisses quand même parvenue à convaincre Washington de maintenir finalement le petit contingent américain au nord de la Syrie. Donc concrètement, la situation est pour l'instant figée et il ne faudra pas compter sur l'administration Biden pour la faire évoluer. Le nouveau président américain a bien d'autres chats à fouetter. En quelques secondes, Gauthier, un mot sur les Kurdes qui ont été sacrifiés finalement. Oui. En quelques secondes, moi, il y a quelque chose qui pour moi reste mystérieux. Vous avez parlé de cet État éventuel, un Kurdistan. Et il y a eu des choses assez fantasmatiques qui ont circulé à propos de cet État, dont notamment le fait qu'il posséderait une organisation de type libertaire, etc. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont finalement fait des idées là-dessus. On n'en connaît pas la réalité exacte. Est-ce que c'était véritablement une pousse intéressante sur le plan politique, un germe intéressant? De toute manière, c'est vrai qu'ils ont été lâchés. Je termine juste d'un souvenir. Il y avait un dessin, je ne sais plus dans quel journal, où on disait « La France soutient les Kurdes ». Et on voyait au sol des combattants des Peshmerga qui couraient, qui crapahutaient avec leurs armes, personne autour d'eux. Et il y avait un chasseur français, un avion, qui déroulait une banderole en leur disant « Courage ». On n'a pas fait plus que ça, je pense. Vous avez raison. Merci beaucoup, Gauthier Rebinski. Merci, Mathieu Mabin, d'avoir été avec nous depuis Washington. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce numéro spécial de Demain à la Une, donc pour la révolution syrienne et surtout pour les 10 ans de la révolution syrienne. Merci à vous tous. Très bon week-end à tous.